Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. 51 millions de réfugiés dans le monde, on en est là. C'est un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils fuient la guerre ou la misère, ils sont prêts à tout pour venir chez nous. La France à tout prix, c'est le thème de ce 280e numéro de Complément d'enquête. C'est le jour du verdict. Comme au bac, les résultats sont affichés au dernier moment. Ah oui, c'est fait là. Sauf qu'ici, les candidats jouent leur vie. Oh là là. C'est un rejet. Tandis que dans la salle, certains dansent de joie, René reste prostré. Cette pression migratoire dont on va vous parler ce soir, s'il y a un lieu en France où on peut la voir, c'est à Calais. Nous sommes ici, devant le port, sur un navire câblier en escale à Calais. C'est le dernier point de blocage pour tous ceux qui rêvent de partir en Angleterre et qui tentent toute la journée de monter sur ces camions qu'on voit derrière nous. Le nombre des clandestins a été multiplié par 4 à Calais depuis le début de l'année. La ville est confrontée à de la misère, de la violence, des bagarres entre migrants. On va en parler tout à l'heure avec la maire de la ville. Et puis on va aussi s'intéresser au droit d'asile. Comment obtient-on ce sésame? Est-ce que c'est une terrible loterie? L'OFPRA, l'organisme qui délivre ce droit d'asile, a accepté de nous ouvrir ses portes, ce qui est assez rare. Mais d'abord, quand la Méditerranée devient un cimetière, 3000 morts l'an dernier. Le dernier grand naufrage, c'était il y a moins de 2 mois. 450 Syriens et Palestiniens ont trouvé la mort. Nous avons retrouvé un des très rares survivants et nous avons rencontré des passeurs qui nous parlent de leur business florissant. L'Odyssée de Mamoun, c'est un reportage d'Yvan Martinet, Yann Moine et Alice Panouillot. Pour tweeter, réagir et commenter, le mot-clé c'est C'est d'enquête. C'est une histoire où la mort rôde partout. Nous sommes en territoire palestinien, dans la bande de Gaza, au cœur du quartier de Tchadjia, ou ce qu'il en reste. Cet été, une pluie de missiles israéliens a pulvérisé ces immeubles. Énième épisode d'une guerre sans fin. Pour fuir cette violence, trouver la paix ailleurs, le 2 septembre dernier, 200 Palestiniens ont quitté leur maison, leur famille. Ils ont fait route vers le sud, vers Rafah, à la frontière égyptienne. Une frontière bien gardée, impossible à franchir, du moins en surface. Alors les candidats à l'exil sont passés par en dessous, par un tunnel, comme celui-ci. Une galerie creusée dans le sable, soutenue par des frigos couchés de part et d'autre. Hommes, femmes, enfants, ils ont rampé sur 1 kilomètre. Au bout, l'Égypte, puis un bateau clandestin pour l'Europe, un aller simple pour la mort. Des cadavres à la dérive. Comment la Méditerranée devient-elle un cimetière? Pourquoi, depuis le 1er janvier 2014, plus de 3000 clandestins ont péri, noyés, en tentant de gagner l'Europe? Pour comprendre, nous nous sommes intéressés à l'un des naufrages les plus meurtriers jamais survenus en Méditerranée. C'était début septembre, ils étaient 450 à bord. À Malte, nous avons retrouvé Mamoun, l'un des 8 rescapés de ce drame. Témoignage d'un survivant. Le bateau a coulé en 30 secondes. J'ai retrouvé le corps de mon neveu qui flottait à la surface. Je n'ai rien pu faire. À qui profitent ces croisières de la mort? En Tunisie, des passeurs ont accepté de nous répondre. Pour la première fois, l'un d'eux témoigne à visage découvert et raconte les coulisses de ce business interdit.
Par mauvais temps, en cas de tempête, j'en faisais rentrer quelques-uns ici. Une vingtaine, ceux qui ne savaient pas nager. Partir à tout prix, quand la soif d'exil ne touche pas que les miséreux. À Gaza, une médecin et son mari avocat nous diront pourquoi ils s'apprêtent à risquer leur vie pour fuir en bateau. C'est des éclats de bombardement israélien. Je ne peux pas partir légalement avec mes filles, ma famille. Donc du coup, je pense à partir par n'importe quel moyen, même si c'est un moyen illégal. Qui sont ces migrants prêts à mourir pour l'Europe? Qui sont ces passeurs prêts à tout pour une poignée de dinars? Voyage en Méditerranée, voyage au pays des rêves engloutis. Au sortir du tunnel en Égypte, une voiture attend Mamoun. Un sbire du passeur le conduit à Damiette, un port dans le delta du Nil. Mamoun a 28 ans. C'est la première fois qu'il quitte Gaza. Il vient de laisser sa femme, ses 4 enfants, mais il n'est pas seul. Avec lui son frère Amin, 25 ans, et son neveu Mounir, 5 ans. Le 6 septembre, 450 passagers s'embarquent à bord d'un chalutier. Des familles entières, palestiniennes surtout, mais aussi syriennes ou somaliennes. La traversée doit durer 5 jours. Destination, la Sicile. Le bateau était très petit par rapport au nombre de passagers. Nous n'étions même pas assis. Nous étions serrés les uns contre les autres. Si tu te levais, tu perdais ta place. Le 4e jour de leur voyage sera celui de leur mort. Les clandestins vont être victimes d'un règlement de compte entre passeurs. Vers 11 h, un autre navire plus gros se porte à leur hauteur. Ce sont d'autres passeurs. Ils insultent le capitaine, viennent percuter le chalutier surchargé, qui chavire aussitôt. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai vu notre bateau à l'envers, et celui qui nous avait percuté s'en allait. Au moment du naufrage, la moitié des clandestins est dans la cale du navire. Ils y sont restés. À la surface, 150 passagers ont survécu. Parmi eux, le frère de Mamoun. Mounir, lui, est sans vie. J'ai gardé mon neveu dans mes bras pendant 5 heures, en espérant qu'il revienne à la vie. C'était une situation effroyable, parce qu'en dehors de lui, j'étais entouré de corps d'enfants et même de bébés. Partout autour de moi, il y avait des cadavres, des femmes, beaucoup. Au bout de 5 heures, nous avons fait une prière et nous avons laissé mon neveu partir dans l'eau. Les survivants sont à 550 km de ces côtes maltaises. Dans le naufrage, Mamoun et son frère ont récupéré des gilets, des bouteilles d'eau. Les heures, les jours passent. 1, 2, 3, le 4e jour, plus qu'une dizaine de survivants. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'avant de couler, le capitaine a pu envoyer un SOS. Et ce pétrolier, l'Antarctica, s'est dérouté pour venir secourir les victimes. Nous avons pu contacter son capitaine en second. Il s'appelle Pierre Anger. Il est français. On poste des gens à l'avant du bateau et des gens à l'arrière du bateau pour écouter en fait. On y croit peu en fait. On pense qu'il y a peu de chances qu'il y ait des gens qui survivent dans l'eau. Vers minuit et demi, moi je me souviens, je fais une ronde là sur le pont, je vais à l'avant, je discute, un mécanicien qui est à l'avant qui discute tous les jours, on se dit bon ça va être compliqué d'entendre des gens et tout, on n'y croit pas trop. Sur tribord, d'un seul coup, on entend des voix, des cris, le rapproche de l'échelle et au moment où il passe devant moi, je l'attrape dans les bras, je le monte sur l'échelle et puis on nous remonte sur le pont. Après 4 jours et 5 nuits en mer, Mamoun est sauvé, rongé par le sel, le soleil, mais vivant. L'eau à 32 degrés lui a permis de survivre. Avec lui, 7 rescapés. Mais Amin, son frère, n'est pas là. Il vient de perdre son frère. On le sait. Lui, il se pose des questions. Et nous, on a clairement vu un cadavre à l'arrière. Et on suppose que c'est son frère. On continue les opérations de recherche. Et on se rend compte de l'ampleur du désastre quand le jour se lève. Et qu'on commence à voir un petit peu ce qui se passe sur l'eau, effectivement, on a croisé au moins une 50aine de cadavres. 3 jours plus tard, Mamoun est élitreuillé vers une nouvelle vie,
vers Malte. Après ce naufrage, les autorités égyptiennes ont annoncé avoir fait tomber ce réseau de passeurs. Une trentaine d'interpellations. Le passeur de Mamoun, un certain Abou Sharaf, serait donc en prison. On voudrait savoir quel est le prix, comment ça marche, combien de temps dure la traversée. Nous demandons à notre traducteur de composer son numéro. Et surprise, l'homme répond encore. Bonjour, ça coûte combien pour aller en Europe depuis Gaza? Par personne? Oui, par personne, on serait 4. Pour chaque passager, tout compris, ça fera 3500 $. 3500? Mais parmi eux, il y a les enfants, hein. Ah d'accord. Quel âge? Ils ont entre 5 et 6 ans. 5 et 6 ans, je ne leur fais pas payer le voyage. Mais ils devront payer pour le tunnel. Ok, et il n'y a pas de danger? Parce qu'on nous parle de naufrage, de mort, vu ce qui s'est passé dernièrement. Ah ça j'y peux rien, c'était la volonté d'Allah. Mais maintenant il n'y a aucun danger. Ces voyages sont sûrs, vous savez. La belle assurance. Il faut dire que les sommes en jeu encouragent au mensonge. Dans le chalutier de Mamoun, il y avait 350 adultes, une centaine d'enfants. Pour cette traversée, le passeur Abou Sharaf aurait donc encaissé 1 225 000 $, soit 980 000 €. À ce tarif, les passeurs préfèrent rester discrets, sauf s'ils se sont déjà fait arrêter. C'est le cas de Mohamed, 52 ans. Lui vit en Tunisie, à Xibet, où ses activités lui ont valu 6 ans de prison. En 1996, il est pêcheur lorsque des Palestiniens viennent lui demander de les faire passer en Europe. De l'argent vite gagné, alors il continue, à raison d'une traversée tous les 4 mois. La majorité des passagers devaient s'asseoir ici, à l'arrière, pour bien équilibrer le bateau. Je leur disais de s'installer comme ça, bien serrés les uns contre les autres. Vous l'avez fait combien de fois cette traversée? Je dirais entre 20 et 22 fois. Vous les conduisiez où ces clandestins? Vous les laissiez à Lampedusa? Vous les laissiez Non, je les conduisais en Sicile, c'est bien moins risqué. Lampedusa, c'est très contrôlé. Ils s'y font tous arrêter. Et alors ils donnent le nom de leur passeur. Lampedusa, c'était trop dangereux pour moi. Un professionnel, Mohamed. C'est ce qu'il va nous montrer chez lui. En bon pêcheur, il affiche une parfaite connaissance de la Méditerranée, étoffée de toutes les informations que doit maîtriser un passeur. J'ai remarqué que la patrouille qui arrivait de Licata croisait en mer celle qui venait de Syracuse. Je faisais donc en sorte de passer dans le quart d'heure avant leur croisement, à l'aller comme au retour. Vous alliez où en Sicile? Sur quelle plage? Près d'Escoliti. Il y a une région qui s'appelle Maconi. C'est un petit village qui ne s'est pas contrôlé. C'est là que vous déposiez vos passagers? Grâce à ces 22 traversées, Mohamed aurait gagné près de 400 000 €. Il prétend les avoir perdus depuis dans de mauvais placements. Mais la confortable demeure au cœur de Xibet, il l'a payée comptant. 4 chambres, 150 mètres carrés. Elle n'a rien à envier à celle d'un Européen. Mais pour sa femme, cet argent, c'était le salaire de la peur. Je lui disais, n'y va plus. Je lui disais, c'est fini, c'est terminé. Je n'aime pas l'argent quand il vient comme ça. Aujourd'hui, s'il devait recommencer? Non, non. Belle voiture, belle maison. Mohamed a fini par être dénoncé par des voisins jaloux. Il a écopé de 6 ans de prison. Dernier vestige de ces années de passeur, dans ce placard. Il y avait un gilet de sauvetage pour chaque passager. Ça, vous en aviez acheté pour tout le monde? Pour tout le monde. Oui. Quand vous partiez, tous les passagers en avaient? Tous les passagers avec des gilets de sauvetage. La famille est-elle sortie de ce business? Pas si sûr. Depuis 3 jours, son fils, pêcheur, lui aussi, est en prison, en Sicile. Il s'est fait arrêter en mer par la police italienne.
Il était en train de pêcher. Le vent l'a poussé vers les côtes italiennes. La police l'a arrêté et l'accuse maintenant d'être un passeur. Faut dire que sur ces côtes tunisiennes, les passeurs, c'est pas ce qui manque. Il ne nous aura pas fallu longtemps pour en trouver 3 autres, en activité cette fois. L'un est rabatteur, l'autre capitaine, le troisième organisateur. Ils ont entre 20 et 25 ans et sont déjà des passeurs aguerris. Lui là, il a déjà fait passer 1000 clandestins. La région est connue, hein. Les gens viennent jusqu'à nous, ils nous obligent presque à les emmener. Est-ce que c'est un secret ici d'être passeur? Non, nous sommes tous connus de la police. Il y a même des clandestins qui nous sont amenés par les policiers eux-mêmes. Mais ça fait quand même beaucoup d'argent tout ça. Comment ça, beaucoup d'argent? Sur 30 000 dinars, la police nous en prend la moitié. Ensuite, on a toutes les autres dépenses. À la fin, qu'est-ce qui nous reste à ton avis? Rien que dans ce petit port, une trentaine de passeurs. Attirés par la caméra, des enfants viennent s'attrouper autour du bateau. C'est en leur parlant que nous allons prendre la mesure du phénomène. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Passeur. Et lui? Passeur aussi. Passeur, pareil. Pareil. Ils veulent tous devenir passeurs ici. Passeur, un métier d'avenir. En 2014, 160 000 clandestins sont arrivés en Europe par la mer. Retour à Malte. Nous retrouvons Mamoun, le rescapé. Depuis le sauvetage, il vit ici, dans ce camp pour réfugiés, que nous filmons en cachette. Dortoir pour 30, hygiène approximative. Désormais sans papier, Mamoun passe ses journées à ne rien faire. Tout ça pour ça. Ma chambre est là-bas, juste derrière ce bâtiment. C'est vraiment très sale. Regardez, je n'ai jamais eu ce genre de maladie, et là j'en suis couvert sur tout le corps. Après tout ce que j'ai vécu, je pensais atterrir dans un endroit calme pour récupérer. Et je me retrouve dans une prison, avec des horaires d'entrée, de sortie, de douche, de repas. C'est dur à vivre. Si je m'étais douté de ce qui m'attendait, je serais sans doute resté auprès des miens. Parce que pour moi, en vérité, rien n'a changé. Au centre, Mamoun est seul. Seul pour surmonter les disparitions de son frère et de son neveu. Depuis son arrivée, il n'a pu parler qu'une seule fois à sa famille restée à Gaza. Nous lui proposons d'utiliser notre téléphone. Allô maman, comment ça va? Comment vas-tu? Tu me manques. Quelles sont les nouvelles? Moi je vais bien, grâce à Dieu. Mais pourquoi tu pleures comme ça, maman? Je te reconnais pas. Mais si, je vais bien, je t'assure. Au bout du fil, Gaza, sa mère, ses 4 enfants, sa femme qu'il a laissée pour une vie meilleure. Et cette petite fille. Elle s'appelle Rahaf, elle a 4 ans. Elle est la fille d'Amin, le frère disparu en mer. Dis, comment vont ton frère et ton neveu? Mamoun n'a pas trouvé la force d'annoncer aux siens qu'Amin et son neveu se sont noyés. Sa fille n'arrête pas de pleurer. Elle veut parler à son papa. On a dû demander à son oncle de l'appeler et de se faire passer pour lui. Si Mamoun est parti, c'est pour ça. Parce que toute la famille, 7 personnes, s'entassent dans ce rez-de-chaussée. 35 mètres carrés, spartiate. Ici, c'est notre salon. Pour nous séparer de ma belle-mère, le soir, on ferme ce rideau. Mamoun et moi, nous dormons dans ce lit. Les enfants dorment par terre. Et dans cette armoire, on met toutes nos affaires. Mamoun était chauffeur de taxi. De temps en temps. Trop rarement pour bien vivre. L'or de ma dot était bien caché ici, au fond, dans ce sac. De toute façon, il n'y a pas de voleur par ici. Je l'avais mis là, sous les vêtements. Je lui avais proposé de le vendre pour acheter un taxi, mais il m'a répondu que ça ne suffirait pas. Mamoun a vendu l'or pour payer les passeurs. Qu'il parte tenter sa chance, sa femme était d'accord.
surtout depuis qu'ils ont la télé. Quand on regarde la télé, on voit dans les films des gens qui possèdent des choses incroyables, des choses que nous n'avions encore jamais vues, de belles choses qui nous donnent envie de partir. Leur vie nous plaît, tout y est différent. La misère ou la guerre, il y a toujours une bonne raison de fuir Gaza. Pour Nojoud, 36 ans, médecin, et son époux Mohamed, 45 ans, avocat, ces raisons sautent aux yeux chaque fois qu'ils rentrent chez eux. Ça, c'est des éclats de la guerre de 2014, il y a un mois, presque 2 mois environ. Ici. Le fait de parler de ça, ça nous fait trembler ici pendant qu'on discute. On en parle. Maman de 3 filles, Nojoud, elle, ne manque de rien. Elle est propriétaire d'un appartement spacieux. Pour moi, les 160 mètres carrés, c'est rien. Pour moi, vivre en sécurité dans 20 mètres carrés ou 70 mètres carrés, mieux que 160 mètres carrés, je suis pas... La chambre de nuit de mes filles, depuis les 2 dernières guerres, elles veulent dormir avec moi et leur papa. Personnellement, 24 heures sur 24, je pense même quand je dors, je pense comment il faut que je puisse partir. C'est la chambre où on met des simples matelas et on regarde la télé, moi et mes filles. Là, ma fille qui dort. Et on se sent presque la chambre, on pensait que c'était la seule chambre en sécurité, qui est sécurisée parce qu'il est loin de la rue. Mais en fin de compte, pendant cette dernière guerre d'été, le premier endroit qui était bombardé, c'était là. Et là-bas, c'est des oliviers. Nojoud n'a pas obtenu de visa pour sortir de Gaza. Alors bien qu'enceinte, c'est décidé. Elle, son époux, ses 3 filles, ils partiront en clandestin. Partir en bateau, prendre la mer clandestinement, la mort possible, que ça implique de danger, ça vous fait peur? Je pense que ça fait plus peur. Ça me fait pas peur. Ça m'a pas fait peur quand j'ai décidé en fait de partir parce que je voyais la mort tous les jours, à tout moment. Si votre départ était programmé, vous me le diriez? Avec le bateau? Oui. À vous? Non. Oui. Non. Vous voulez pas me dire pour quand est prévu votre départ? Parce que si je vous le dis, je pense que je vais renoncer. Enceinte de 8 mois, ce qu'a bien voulu nous dire Nojoud, c'est que son enfant ne verrait pas le jour en Palestine, quitte à naître en mer. Et voilà pour ce reportage signé Yvan Martinet et Yann Moix sur l'odyssée mortelle des réfugiés en Méditerranée. On se retrouve ici, toujours à Calais, dans ce qui va devenir le futur centre d'accueil de jour. Nous sommes avec Natacha Bouchard, sénatrice maire UMP de Calais. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir ensemble ces Syriens, ces Palestiniens qui meurent en Méditerranée. Quand on se promène dans les rues de votre ville, on les voit partout, ces Africains qui ont traversé le désert, ces Afghans qui ont traversé l'Iran à pied, ces Chinois, ces Vietnamiens qui ont fait un voyage parfois de plus d'1 an pour arriver jusqu'ici. À Calais, c'est toute la misère du monde qu'on vous demande d'accueillir? Juste un petit mot sur votre reportage qui est très poignant et très cruel par rapport à ce qu'on a vu. On voit bien qu'après toutes ces épreuves, quand certains ont la chance de pouvoir arriver vivants, ils se retrouvent ici dans une impasse. Plus qu'une impasse, ils se retrouvent on les voit autour de la ville, ils se retrouvent à dormir dans des squats, parfois dans la forêt encore. Racontez-nous, il y a des camps, des petits camps un peu partout autour de Calais? Oui, alors en fait, quand ils arrivent, puis à partir du moment où il n'y a pas de structure d'accueil, ils sont dispersés dans la zone urbaine de la ville par nationalité donc squattent soit des biens privés, des biens publics, des abris, des porches bien évidemment au fil du temps avec l'augmentation du nombre de migrants qui a doublé en 6 mois, on se retrouve dans une situation qui n'est plus gérable. Alors comment réagissent les habitants? Moi j'en ai vu hier soir qui ouvraient leurs fenêtres au rez-de-chaussée pour
proposer de l'électricité pour charger les portables. Ça, c'est un geste comme ça pour les aider. Mais j'imagine qu'il y a aussi de l'énervement, de l'exaspération de la part des Calaisiens. Il y a des deux. Hein. La population calaisienne et les Calaisiens, depuis 15 ans, quelque part et humainement, ont accompagné et accompagnent de façon solidaire ces populations. La difficulté aujourd'hui, c'est que le nombre ayant doublé, il se fait que dans l'environnement global, il y a les migrants, il y a les passeurs. Et bien les passeurs sont beaucoup plus virulents, agressifs et donc accompagnent les migrants pour créer des incivilités, des drames qui ont pu arriver. Ce qui fait qu'aujourd'hui la population a un ras-le-bol, même si profondément en elle comprend que ce sont des personnes malheureuses, mais on ne comprend pas globalement pourquoi on n'accueille pas ces gens et comment on peut laisser ces personnes dans la rue en incompatibilité aussi avec la population. Alors justement, nous sommes ici dans ce qui va devenir dès le mois de janvier prochain un centre d'accueil de jour. Ça va être quoi? Ça va être un camp de réfugiés ici à 2 pas du centre-ville? J'aimerais bien qu'il y ait un centre de réfugiés, mais ça n'est pas la volonté du gouvernement français. Donc ma proposition a été plutôt d'orienter un projet qui excusez-moi, permettrait en fait d'avoir un accueil plus humanitaire, avec une distribution des repas dans de bonnes conditions sanitaires, de pouvoir également héberger les femmes et les enfants, d'accueillir un vestiaire, des douches, mais aujourd'hui... Donc vous auriez voulu qu'on ait en France un camp de réfugiés comme on en voit à l'étranger. C'est le ministre de l'Intérieur qui a dit non. Il ne voulait pas recréer un nouveau Sangatte, il ne voulait pas que ça aimante tous les réfugiés ici à Calais? Tout à fait, il ne veut pas recréer un nouveau Sangatte, mais la proposition qui a été faite, c'est une pièce, un puzzle qui, pour moi, fait partie d'un dispositif global européen, parce que je considère aujourd'hui que l'Europe est hypocrite, qu'elle ne prend pas ses responsabilités, et là c'est un vrai problème au niveau de la demande d'asile. Je pense que ça n'est pas parce que on est en pays de crise qu'on n'a pas le droit d'accompagner les populations migratoires. Ce sont deux problématiques complètement différentes, mais il faut bien accepter la réalité des choses. Et donc, moi, en tant que maire, j'utilise toute mon énergie pour pouvoir aller provoquer, secouer les différents gouvernements au détriment de mes fonctions. Mais c'est important parce que ça permet de cheminer. Alors, c'est un travail très long. Aujourd'hui, c'est une étape importante parce qu'on a réussi à avoir un accueil de jour. J'espère bien que la raison l'emportera pour échanger sur l'accueil de nuit, notamment pendant le plan grand froid. Merci beaucoup. Natacha Bouchard, sénatrice maire UMP de Calais. Alors vous l'évoquiez, une des solutions, ce serait que ces réfugiés qui sont ici demandent plus souvent l'asile en France, parce qu'à ce moment-là, ils seraient pris en compte. Mais pour eux, et s'ils ne le font pas, c'est aussi peut-être parce que c'est un véritable parcours du combattant, ce droit d'asile. Comment ça marche? Sur quels critères est-il accordé ou pas? L'OFPRA, l'organisme qui s'en occupe, a accepté de nous ouvrir ses portes et on va voir pour la première fois comment se passent ces entretiens où les clandestins, en quelques minutes, jouent leur vie et leur avenir. Asile en France, la porte étroite, c'est une enquête de Samuel Humez et Michel Pignard. Près de la station La Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, une centaine de SDF dorment sous ce pont depuis 3 mois. Ils ressemblent à ces naufragés de la crise que l'on croise dans les rues de la capitale. Mais en réalité, ces sans-abri sont des victimes de guerre. Originaires du Soudan, ils ont risqué leur vie, traversé le Sahara, la Méditerranée, dans l'espoir d'obtenir l'asile en France. Voici mon appartement. Après les persécutions, ça c'est mon sac, la galère, dans le froid et l'indifférence. Et là, ça c'est mon frigo. On n'arrive pas à dormir à cause de la pluie et du métro. Ça, ce sont les toilettes et la salle de bain. Parfois, les gens se moquent de nous et nous insultent. Je voudrais porter une pancarte avec écrit dessus « Nous sommes des êtres humains ». Pour ces jeunes qui pensaient être accueillis à bras ouverts dans la patrie des droits de l'homme, c'est la désillusion.
Je pensais qu'en arrivant en France, on nous donnerait un logement, de quoi manger, et qu'ensuite on prendrait nos empreintes, et qu'il n'y aurait plus qu'à déposer sa demande d'asile. Le seul à leur apporter un peu de chaleur, c'est Mohamed Majidi, membre d'une association d'aide aux réfugiés. En arabe, il leur explique les démarches à effectuer pour obtenir l'asile. Vous devez d'abord aller à la préfecture pour obtenir le papier qui vous autorise à demander l'asile. Et puis, vous venez à France Terre d'Asile, et là, normalement, je pourrais vous trouver une place dans un centre d'hébergement. Pour être officiellement considéré comme demandeur d'asile et avoir droit à un hébergement, il faut attendre plusieurs mois, souvent dans la rue. Alors certains préfèrent tenter leur chance à Calais, la porte de l'Angleterre. Je préfère aller dans un pays qui m'offre une protection et de quoi avoir une vie décente. Et Calais, c'est la solution? Oui, c'est sûr. Vous pensez que c'est une bonne idée que ce jeune homme continue jusqu'à Calais? Malheureusement, c'est encore pire. C'est déplacer le problème, c'est encore beaucoup pire à Calais. Vous êtes un peu désemparé? Je suis vraiment désemparé parce que qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Décrocher l'asile en France. Un parcours du combattant qui dure en moyenne près de 2 ans. À la clé, le statut de réfugié et un titre de séjour de 10 ans. Mais sur 70 000 demandes en 2013, seuls 20% ont été acceptés. Une sélection opérée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Exceptionnellement, nous avons pu filmer les entretiens de candidats à l'asile. Quelles sont vos craintes en cas de retour en Albanie? La mort. Le grand oral, où ils doivent convaincre du bien fondé de leur demande. Sur quels critères la France reconnaît-elle le droit d'asile? Comment être sûr qu'il est accordé aux bonnes personnes? Et en cas de refus, quelles conséquences pour ces exilés? Laval, en Mayenne. Parmi les badauds, difficile d'imaginer que cette femme et ses 3 fils ont fui un pays en guerre. Ils font partie des 500 Syriens que François Hollande avait promis d'accueillir en signe de soutien aux victimes de Bachar el-Assad. Pas de nuit sous les ponts pour Samira et ses enfants. Dès leur arrivée en France il y a 6 mois, cette famille a eu de la chance. Tous ont obtenu le statut de demandeur d'asile et les avantages qui vont avec. Là, c'est la chambre de mon 2e fils, Samir. C'est là qu'il se détend, se repose. Il est content, car il a une chambre rien que pour lui. La famille est logée dans ce 4 pièces, payé par l'État. C'est ici que mon cadet fait ses devoirs. Les 3 garçons vont à l'école. Dépêche-toi, pendant que c'est chaud. Vite. Vite, vite. Et pour les achats de nourriture et de vêtements, Samira reçoit une allocation mensuelle de 680 €. De quoi retrouver un peu de sérénité après le cauchemar syrien. J'ai perdu beaucoup de proches, beaucoup de membres de ma famille. La plupart de mes neveux et nièces ont été tués dans cette guerre. J'ai également perdu mon père, tué par un sniper. Le plus dur, c'est que je n'étais même pas là quand mon père est mort. Samira a décidé de quitter la Syrie le jour où son fils Ahmed a été torturé en pleine rue par des policiers. Des jeunes étaient en train d'écrire sur un mur « On ne veut pas de Bachar el-Assad, on veut la liberté ». La police est arrivée, je n'avais rien à voir avec ces jeunes, mais j'étais là, les policiers ils m'ont vu, ils m'ont frappé, ils m'ont aussi électrocuté. Ensuite, un haut gradé est arrivé, le genre vraiment très costaud, hein. Et lui aussi il m'a frappé. Puis il m'a électrocuté en me mettant carrément le fil dans la bouche. Je me suis effondré par terre, je ne pouvais plus bouger.
Samira a quitté son pays avec ses fils en novembre 2012. Son mari, Adnan, s'apprêtait à les rejoindre. Voici une photo de mon mari. Mais la frontière syrienne a été fermée. Depuis, Samira est sans nouvelles de son époux. Une semaine plus tard, nous retrouvons Samira et ses fils en banlieue parisienne, l'air un peu perdu. C'est ici l'OFPRA ? L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une bâtisse imposante où chaque jour atterrissent 300 demandes d'asile issues des 4 coins du monde. Madame... Oui, monsieur. Venez avec moi, madame. Voici le fonctionnaire chargé du dossier de Samira, ce qu'on appelle ici l'officier de protection. Vous installez. Il la reçoit en présence d'un interprète. Alors le but de l'entretien, je vous explique en 2 mots, hein, c'est de recueillir des éléments pour évaluer votre situation et donc évaluer vos craintes dans votre pays. Dans le cas de Samira, une simple formalité. 96% des Syriens obtiennent l'asile à l'issue de l'entretien. Seul inconnu, le degré de protection auquel elle peut prétendre. Votre père, est-ce qu'il avait lui-même des activités politiques ou autres ? Non, mais ce que je sais, c'est que dans notre famille, il y en a beaucoup qui ont eu des ennuis à cause de leurs activités politiques. Si sa famille est reconnue comme militante de la cause anti-Bachar el-Assad, Samira aura droit au statut de réfugié et un titre de séjour de 10 ans. Donc je vous explique comment ça va se passer maintenant. Si elle est considérée comme une simple citoyenne syrienne, exposée au risque de guerre, elle n'aura qu'une protection limitée. Très gentil, monsieur. Soit un titre d'1 an, renouvelable. Merci beaucoup. Alors, je vous explique, donc vous allez avoir une protection, vous allez être protégé par la France. Un entretien expédié en à peine 1 heure. Mais dans leur box, les officiers de protection doivent parfois trancher des cas plus compliqués, qui a priori ne relèvent pas toujours du droit d'asile. Ce matin-là, Raphaël reçoit un Albanais. Bonjour, monsieur. L'Albanie est inscrite sur la liste officielle des pays sûrs. 90% des demandes d'asile en provenance de cet État reçoivent une réponse négative. Alors, expliquez-moi, quels sont les motifs qui vous ont poussé à partir d'Albanie? Cet homme est peut-être là en réalité pour des raisons économiques. Raphaël est vigilant. Il affirme avoir vécu sous la menace d'une vendetta suite au meurtre commis par son frère dans leur village il y a 20 ans. Mon frère prend la fuite. Ouais. Le meurtre a lieu à quelle date exactement? Un premier détail cloche. Le 26. Recouper les questions pour débusquer les incohérences. De quel mois? C'est le mois, oui. Juin. D'accord. Oui, tout à l'heure c'était 26 novembre. L'entretien prend l'allure d'un interrogatoire de police. Moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça vous visait, pourquoi cette vengeance vous visait vous et votre famille? Parce que j'étais le seul homme de la maison. Il n'y en avait pas d'autres. Au fil des questions, Raphaël réalise que l'homme, par peur des représailles, n'osait plus sortir de chez lui. Ça me fendait le cœur quand ma fille me réclamait du chocolat et que je n'avais pas le courage de sortir pour lui acheter. En fait, ce que vous me dites, c'est que vous avez vécu cloîtré pendant plusieurs années, c'est ça? Je n'ai pas de mouchoir. C'est seulement depuis que je suis en France que je prends plaisir à vivre avec mes enfants. Raphaël a touché le point sensible. Jusqu'alors impassible, l'Albanais fond en larmes. Tout ça à cause des conneries de mon frère. Craqué lors de l'entretien à l'OFPRA, cela peut plaider en faveur du demandeur d'asile. Non, ok, on peut pas vous dire, ok? Très bien. Mais avant de se prononcer sur cette demande d'asile, Raphaël doit encore vérifier quelques informations. Le temps aussi de prendre un peu de recul. Raphaël, ouais. Comment on sort d'un entretien comme celui de ce matin? Épuisé. C'est un exercice qui est assez difficile
surtout quand on a beaucoup d'éléments qui sont apportés, et puis il y avait aussi une charge émotionnelle qui était forte. Il faut être dans l'empathie, et puis en même temps il faut garder son self-control, son sang-froid pour pouvoir continuer et rester dans le récit, et rester dans son travail, quoi. Au final, la décision reposera principalement sur son intime conviction. Une responsabilité bien trop lourde pour Céline Aonienne, officier de protection à la division Asie jusqu'en 2011. Pendant 2 ans, tout juste diplômée de Sciences Po, elle décide du sort d'exilés issus de pays aussi divers que l'Inde, l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, avec pour seul guide son instinct. Donc moi, quand j'ai demandé mais c'est quoi l'intime conviction, on m'a dit c'est un sentiment indescriptible qu'on a quand le demandeur d'asile ment. En fait, c'est l'instinct, quoi, le 6e sens. C'est tellement subjectif, c'est tellement fluctuant selon les personnes. Et puis, vraiment, moi, je me posais la question de la légitimité. Et pourquoi on me fait confiance, moi, sur mon instinct pour trier des gens? Céline est embauchée pour faire ce que l'OFPRA appelle à l'époque du déstockage. En clair, écouler les dossiers qui s'entassent. En bon petit soldat, elle rend ses 2 décisions par jour, mais son chef estime qu'elle accorde trop d'asile. J'étais au-dessus de la moyenne des autres officiers de protection, surtout pour des pays comme le Bangladesh où généralement il y avait très peu d'accords. Vous étiez trop généreuse avec les demandeurs d'asile. Il paraîtrait que j'étais trop généreuse, donc on m'a convoquée en me disant « Tu travailles très bien, tu peux même aller beaucoup plus loin, mais tu fais trop d'accords ». Donc ce qui s'est passé, c'était que mon renouvellement de CDD était conditionné au fait que je fasse moins d'accords. Sous la pression, Céline finit par démissionner. Depuis son départ il y a 3 ans, la direction de l'OFPRA a changé. Désormais, on ne parle plus de déstockage, mais de réduction des délais de traitement. 50 officiers de protection vont venir renforcer les 475 déjà en place. En gagnant en efficacité, l'OFPRA espère surtout réduire les coûts. L'année dernière, la France a consacré 670 millions d'euros pour accueillir les demandeurs d'asile. L'attente pendant plus d'1 an, la précarité, le stress de l'entretien, René Kouembélé a connu tout cela. En mars dernier, il apprend que sa demande d'asile est rejetée. Une gifle pour ce militant qui a combattu le pouvoir en place au Congo-Brazzaville et s'est enfui il y a 17 ans. Je suis resté dans la forêt de 97 jusqu'en 99, septembre 99, dans la forêt. Et comment on vivait dans la forêt? Mais vous mangez tout. Vous mangez de l'argile, la terre. Vous êtes en train de manger des vers de terre, souffrir dans la forêt avec la famille. Ça, c'est mon dossier de l'OFPRA. À l'OFPRA, René a montré des preuves de son engagement politique au Congo. J'ai des documents, j'ai l'attestation de mon parti. Et les traces de son exil, comme cette photo de sa femme, assassinée alors qu'ils avaient trouvé refuge en Afrique du Sud. J'ai du mal à montrer, à regarder la photo là, je l'ai toujours cachée. J'aime pas regarder cette photo parce que ça résume l'histoire noire, la partie noire de ma vie. Cela n'a pas suffi. L'OFPRA estime que René ne court aucun risque en retournant dans son pays. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous si vous rentrez au Congo? Mais je vais me retrouver en prison, c'est la torture. Alors René a tenté sa dernière chance. Comme 90% des déboutés à l'OFPRA, il a fait un recours à la Cour nationale du droit d'asile. C'est le jour du verdict. Comme au bac, les résultats sont affichés au dernier moment. Ah oui, c'est fait là. Sauf qu'ici, les candidats jouent leur vie. Oh là là. C'est un rejet. Tandis que dans la salle, certains dansent de joie, René reste prostré. C'est toute une vie qui se brise.
C'est comme si c'est un puzzle qui est en train de tomber devant soi. La dernière porte vers l'asile vient de se refermer. D'ici 4 mois, René peut être expulsé vers le Congo-Brazzaville. À moins qu'il ne disparaisse dans la nature, parmi les sans-papiers. Et voilà pour ce reportage signé Samuel Humès pour Complément d'enquête. On se retrouve ici à Calais devant le plus grand camp actuellement, le camp Thioxide du nom de cette usine qui est squattée actuellement par environ 500 personnes qui dorment ici dans ces tentes et qui vont partir vers le port dans la journée pour essayer de monter dans un camion à destination de l'Angleterre. C'est leur rêve. On se retrouve avec Jean-Claude Lenoir. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes bénévole à l'association Salam, soutenons, luttons, agissons pour les migrants. C'est vous notamment qui avez inspiré le film Welcome où Vincent Lindon jouait le rôle d'un maître nageur qui aidait un jeune Afghan à essayer de rejoindre l'Angleterre. Vous les connaissez bien, tous ces migrants, et depuis des années puisque vous leur venez en aide. Ils sont tous venus avec en tête l'idée d'aller en Angleterre. À la fois, ils viennent à Calais, parce que c'est vrai que nous sommes à 30 km de l'Angleterre, mais il faut bien comprendre qu'ils viennent par un système d'échec en fait. Dès lors qu'ils arrivent en Europe, ils sont pourchassés, harcelés, sans aucune situation. Ils vivent, voilà, c'est impossible de penser qu'en 2014 des choses comme ça existent. Et donc ils avancent. Alors aller en Angleterre, ça devient de plus en plus difficile pour eux. On sait que les contrôles se sont considérablement renforcés. Les contrôles bien évidemment ont changé, mais c'est guère plus difficile parce que vous savez, les gens quand ils sont en train de survivre, ils trouvent toujours une solution et ils la trouvent. Alors par contre, ils passent là. Les gens qu'on voit ici, ils finiront par passer en Angleterre. Bien sûr, ils passent. La seule différence, c'est que la prise de risque est de plus en plus forte. Ils passent sur des camions qui roulent à 30, 40 km à l'heure. Ils s'accrochent sous les essieux. Ils sautent des ponts, comme ce jeune qui vient de mourir. Ils sautent des ponts pour monter sur les bâches des camions. Enfin, c'est une horreur impossible et l'Europe semble aujourd'hui ouvrir les yeux. Il est plus que temps que l'Europe essaye de trouver des solutions, trouve des solutions. Il y a quelque chose que je comprends mal. Ils ont quand même fait un très très long voyage pour arriver ici. Ils ont parfois traversé la Méditerranée. On a vu tout à l'heure dans un de nos reportages comment c'était dangereux. Tout ça est aussi très très cher. Quand ils arrivent à Calais, ils ont encore de l'argent. Ils ont encore les 1000 ou 2000 euros que les passeurs vont leur demander pour les faire passer en Angleterre. Il semble y avoir plusieurs solutions. Il y a les gens qui ont payé à peu près pour le voyage et la famille s'est démunie d'une ferme, de la maison. En fait, c'est quelqu'un qui est envoyé par la famille pour essayer de trouver un peu de bonheur économique déjà. Et alors ceux-là ont payé un forfait qui doit les amener jusqu'en Angleterre. Normalement, ceux-là ont payé un forfait. Et puis il y a les gens qui ont de moins en moins d'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, c'est comme la vie, comme notre vie, comme la vôtre, comme la mienne. Si on a beaucoup d'argent, ben, tout est plus facilité. Et d'autres, eh bien, ils doivent même aider à justement à fermer des camions, ouvrir des camions, à être un petit peu bras droit de quelques passeurs entre guillemets, hein, pour avoir leur tour et se faire un peu d'argent. Vous les aidez depuis des années. Vos parents avaient déjà commencé dans les années 60 ? Disons que c'est ce que je me plais toujours à dire. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'habiter Calais étant jeune. Et déjà à l'époque, les Jamaïcains, les Pakistanais arrivaient par centaines, par milliers. Les gens oubliés. Les Polonais arrivaient de l'Est. Mon papa travaillait à la SNCF, donc j'avais l'occasion de voir tout cela. Des Polonais arrivaient ficelés dans des journaux sous les trains. Et bien souvent, ils étaient morts congelés, en fait. Donc Calais est une terre d'immigration de par sa proximité avec l'Angleterre et aussi parce que malheureusement en France, le droit d'asile est désuet et complètement irréaliste pour les gens qui sont dans la rue. Il n'y a pas d'aide en fait. On laisse croire aux gens qu'il y a une aide, mais tout est fait n'importe comment. Et nous, le mouvement associatif, nous tentons depuis 15 ans d'alerter les gouvernements pour qu'il y ait des modifications car il y a des solutions. Les Calaisiens, ce qu'ils veulent, ils en ont assez des promesses. Ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans qu'on leur dit demain, la solution va être trouvée. Et rien n'avance. Donc il y a plutôt cette exaspération et il y a de toute évidence une grande solidarité. Ce qui n'empêche pas que c'est vrai qu'on a envie de retrouver une vie apaisée. Alors ce serait quoi la solution? Ce serait de faire un centre. Il y en a un qui va ouvrir au mois de janvier, qui sera un centre de jour. Il y a quelques années, il y avait Sangatte. Sangatte, ça attirait beaucoup de monde. En même temps, ils dormaient pas dehors, mais ça servait d'aimant à tous ces réfugiés. C'est quoi la bonne solution? Tout le monde envoyait les gens de France vers Sangatte, mais ce qui est aujourd'hui important, c'est de créer plusieurs centres. Il faut, j'appelle ça, le terme est peut-être impropre, désengorger Calais. Il faut que nous ayons 4, 5 centres de 300, 400 personnes
à travers le territoire national, au moins à travers le Pas-de-Calais. Et il faut aussi, dès demain matin, trouver des solutions. Nous avons proposé l'installation de camps de type HR immédiatement pour que les gens cessent de vivre dans la rue, soient répartis avec des conditions d'hygiène, qu'il y ait un peu d'humanité dans tout cela. Sauf que ça fait 15 ans que ça dure. Ça fait 15 ans que vous tenez ce discours-là et ils sont toujours là. Malheureusement, on n'est pas entendu. On a été reçu par 8-10 ministres de l'Intérieur. D'ailleurs, est-ce le ministre de l'Intérieur qui doit s'occuper de la partie sociale de l'immigration? Je ne le pense pas. Donc nous ne sommes pas écoutés. Nous parlons dans le vide. Dès demain matin, il y a des solutions. Le droit d'asile doit être immédiatement modifié. Alors c'est vrai que c'est en cours à l'Assemblée nationale, mais c'est bien trop tardif. Il faut trouver une solution européenne pour que les gens aient un temps de pause de 2 mois, 3 mois, 4 mois avec une carte provisoire qui leur permette de choisir dans quel pays ils vont demander l'asile. Parce que peut-être que l'avenir de ces personnes est le retour dans leur pays à plus ou moins brève échéance. Donc il faut les y aider en ayant une transition correcte. Pourquoi ils courent là, tous ces gens? Je présume qu'ils ont vu des cartes de police, ils ont peur. Voilà, c'est le quotidien, le harcèlement au quotidien. Parce qu'ils sont tous naturellement sans papier, illégal, mais que fait la police? Elle les harcèle de temps en temps un peu, elle les contrôle, elle les relâche? Non, la police est aujourd'hui, malheureusement pour elle, et c'est un métier difficile, certainement. Elle les arrête, elle les relâche, elle les arrête, elle les relâche. Elle n'a pas de solution. Merci beaucoup Jean-Claude Lenoir. Je rappelle que vous travaillez pour l'association Salam, soutenons, aidons, luttons et agissons pour les migrants. On va maintenant repartir à la source de tout ça. La source de tout ça, c'est la question pourquoi ces migrants quittent tout, leur famille, leurs enfants, pourquoi ils sont prêts à risquer leur vie en Méditerranée et à finir ici donc en dormant sur des cartons dans le froid. On va le comprendre en regardant par exemple ce qui se passe en Centrafrique. C'est ce pays où l'armée française est intervenue récemment pour essayer de mettre un terme au massacre interreligieux. Là-bas, ce sont des chrétiens qui harcèlent des musulmans, les bannis de Bangui. C'est un reportage de Clément Castex, Christophe Quinck et Vincent Buchy. On l'appelle Boda la Belle, mais elle n'a plus rien de charmant. Déchirée par la guerre civile, enlaidie par la mort, cette petite ville de Centrafrique est coupée en deux. D'un côté, les chrétiens et les animistes. De l'autre, la minorité musulmane. Et au milieu, l'armée française. Ce matin, c'est une dizaine de chasseurs alpins, accompagnés des gendarmes locaux, qui patrouillent dans les deux camps. Ces ruines, des maisons pillées, détruites, celles des musulmans. Tintin, je dépasse la maison, une équipe à gauche et une équipe à droite. Bon, tu prends plein est. Devant les soldats, la villa Dodo, qui porte bien mal son nom, car cette maison a connu nombre de fusillades. C'est la tanière des derniers anti-Balaka de Boda. Ces jeunes miliciens chrétiens, armés et en colère, jouent à cache-cache avec les forces françaises. Ici, c'est un repère souvent de groupes armés qui viennent s'infiltrer en général le soir à la tombée de la nuit et qui donc font des tirs sur la population. Musulmane ? Musulmane, c'est ça. Tac. Réel. Un coup de feu vient de claquer. Les soldats se font tirer dessus. Une équipe à gauche, une équipe à droite. Aucun blessé, mais un tireur qui reste invisible. Ok. Constantin, restez sur place. À 40, hein, pour nous, contact au niveau de la villa Dodo. Donc 200 mètres nord de notre position. Depuis un an, à Boda, 80 villageois musulmans ont été abattus. Allez, en avant dès que prêt. Les tireurs, de jeunes voyous souvent très alcoolisés. Richard, ambiance rapidité. Ce jour-là, comme souvent, ils resteront introuvables. Pourquoi ils vous tirent dessus? Vous savez, à cette heure-là, les gens commencent un peu à avoir bu, donc certains sont déjà un petit peu éméchés. Donc souvent, ils vont se cacher et ils tirent dans le secteur du quartier musulman
C'est juste pour maintenir une petite pression, pour montrer qu'ils sont là. Du harcèlement, tout simplement. Même si un cessez-le-feu a été signé au mois de juillet, même si beaucoup d'armes ont été confisquées, la haine, elle, est intacte. Un homme vient vers nous, il veut nous parler. Vous êtes d'ici? Je suis ici. Ce vendeur de cigarettes s'appelle Ulrich, il est chrétien et il rêve d'une nouvelle saison de machettes. Et si vous voyez des musulmans passer dans votre quartier, qu'est-ce que vous faites? On va les tuer. On va les tuer. C'est impardonnable. On va les décapoter en morceaux. Si moi je trouve un musulman comme ça, même si c'est bébé, même si c'est femme, même si c'est vieux, moi je te tue un musulman. Vous seriez prêt à tuer un bébé? Oui, ils ont tué femme enceinte. Mais vous seriez prêt à tuer? Vous seriez prêt à tuer? Je suis prêt, mais je n'ai pas encore eu d'occasion de faire. J'aimerais faire aux musulmans. Ulrich en est sûr, seul le sang apaisera sa colère. Comment la Centrafrique en est-elle arrivée là? Ex-colonie française, le pays est un des plus pauvres du monde. Grand comme la France et la Belgique réunies, il compte 5 millions d'habitants, à 80% chrétiens. Et depuis 50 ans, depuis Bokassa, en Centrafrique s'enchaînent les putschs, les dictatures, les coups d'État. Le dernier date de mars 2013. Michel Djotodia renverse le président Bozizé. Pour cela, il est épaulé par les milices Seleka, des troupes à majorité musulmane, composées en partie de mercenaires venus du Tchad ou du Soudan voisin. Pendant de longs mois, les Seleka pillent, tuent, terrorisent la population. En réaction naissent des milices d'autodéfense chrétiennes, les anti-Balaka. Plus nombreux, ils prennent le dessus. Le conflit politique a viré au nettoyage ethnique. Les anti-Balaka détruisent les mosquées et ciblent les civils, les familles de musulmans. Pour elles, c'est la valise ou le cercueil. Selon les ONG, cette guerre civile a fait plus de 5000 morts et 500 000 réfugiés. Sangaris, c'est le joli nom d'une opération militaire qui a vu 2000 soldats français débarquer à Bangui il y a 1 an, sous mandat de l'ONU, pour interrompre les carnages dans les 2 camps. Grâce à la France, le pays a évité un génocide. Aujourd'hui, dans la capitale, la vie, le commerce, les sourires sont de retour. Il y a peu, le quartier de Pékin-9 était tenu par les miliciens chrétiens. Mais devant les canons des soldats français, ils ont fini par déposer les armes. Le lieutenant Alexandre nous présente ces anti-Balaka devenus doux comme des agneaux. Ça va, chef? Ça va? Il est pas là, Noël? Si ces hommes ont troqué leurs fusils contre une vie bien fade, c'est par peur de l'arsenal tricolore et dans l'attente d'un petit pécule promis par l'État. Je crois que les anti-Balaka à Pékin-9 ont compris que leur intérêt c'était la paix, c'était d'arrêter le bandifisme, d'arrêter de rançonner les populations et de s'engager clairement pour la paix, c'est ce qu'ils ont fait. Vous êtes encore en guerre? Non, on n'a pas encore de guerre. On n'a pas besoin de guerre. Nous voulons la paix. Aujourd'hui c'est fini, c'est la réconciliation? Ouais, la réconciliation. Les musulmans, on ne peut pas faire encore la guerre entre nous, parce que nous sommes des Africains. Et il y a encore de la colère contre les musulmans? Non. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Un bien beau discours, pas forcément sincère. Mais la question, c'est loin des soldats français. Qu'en est-il? Nous avons pris la route, direction l'ouest du pays. 10 heures de voyage, du bitume, de la piste, et toujours ces villages fantômes d'où les musulmans ont fui. À 400 km de Bangui, voilà Karno, 50 000 habitants. Une ville surtout connue pour ses diamants et depuis peu, son église. Ici, au pied de la croix, 5 fois par jour, se joue cette scène étonnante des musulmans qui prient.
Ces fidèles n'ont pas vraiment le choix, ce sont des réfugiés. Sur le site de la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda vivent 600 musulmans cloîtrés depuis 8 longs mois. Voici l'homme qui leur a sauvé la vie, le curé de Carnot. Ce prêtre, un traître pour certains chrétiens. Alors mon Dieu, il faut avoir le courage, la patience. Pour l'abbé Justin, tout commence en février dernier, quand les milices chrétiennes déboulent de toute la région pour mettre la ville à sac. Beaucoup de musulmans quittent alors Carnot, restent 1 millier d'entre eux qui ne savent pas où aller. Moi, c'est l'homme en danger qui court vers moi. C'était ça. Et je devais ouvrir la porte, l'accueillir et le protéger. C'est tout. Et bon, après les réflexions sont venues plus tard, mais c'est pas. Mais après tout, c'était ça le sens aussi, la mission de l'Église, la mission de l'Église, le sens de l'Église. Ce jour-là, il ouvre sa paroisse et installe dans la chapelle des centaines de familles apeurées. Toutes prient pour que les milices chrétiennes épargnent ce lieu de culte, car ce jour-là, les anti-Balaka viennent d'abattre 14 musulmans en 24 heures. Certains ne sont pas passés très loin. C'est un papa qu'on l'avait sauvé de justesse, il a été décapité. C'est un coup de machette, ça. Qu'est-ce que les gens lui reprochaient? Il fallait tuer les musulmans, c'est tout. Cette jeune fille de 15 ans a vu 2 hommes lui arracher des bras son bébé de 6 mois pour le jeter dans le fleuve. À 4 reprises, on a tenté de mettre le feu à l'église. L'ONU a alors dépêché une trentaine de casques bleus camerounais pour veiller sur le site. Ce camp de fortune, Moussa le connaît par cœur, comme ses frontières invisibles. L'homme ne sort jamais à plus de 10 ou 20 mètres du camp. Voilà des mois qu'il est obligé de vivre juste en face de chez lui. J'habite au quartier de Donoum, 900 mètres d'ici. Où ça, montre-nous quoi? Là-bas, quartier de Donoum. Je ne peux pas retourner à la maison. Il y a une injustice. Un musulman est considéré comme étranger. C'est pas normal. Si ce comptable de 47 ans n'a pas fui le pays comme beaucoup de musulmans, c'est parce que Carnot c'est chez lui et il espère bien retrouver sa vie d'avant. Vous voyez là où les gens dorment nus de sol. Ici, les journées sont longues, son travail lui manque beaucoup, mais bien moins que les siens. C'est votre place? Oui, c'est ma place ici. Et votre famille est là? Ma famille, non, je suis seul. Je suis seul, ma famille est sortie. Ma femme et mes enfants sont au Cameroun. Ça fait 8 mois. C'est long. Au fil des semaines, le camp s'est organisé. Aidé par Médecins sans frontières, qui a fourni douche, eau potable, nourriture. Mais pour les hommes, ce refuge est vite devenu prison. Pas facile de vivre enfermé sans rien faire, surtout qu'à Carnot, nombre d'entre eux étaient des commerçants prospères qui faisaient de nombreux envieux. Je pense que c'est peut-être par la jalousie que certains jeunes qui ont pris les armes comme les anti-Balaka ont fait cette exaction. Pourquoi de la jalousie par rapport à quoi? Par rapport à des activités menées par les jeunes musulmans. Le diamant sur le commerce, peut-être c'est ce qui a poussé maintenant les jeunes là à révolter contre les jeunes musulmans. C'est vrai, à Carnot, la colère n'est pas seulement guidée par des histoires de religion. Nous sommes allés à la rencontre de ces anti-Balaka. Leur repère, ce marché à peine 500 mètres de l'église. Beaucoup de ces jeunes garçons désœuvrés sont ivres en plein après-midi. Avant la crise, presque tous travaillaient dans des mines de diamants pour des patrons musulmans. Les musulmans, ils ont tué nos familles. Oui, et aujourd'hui on les a chassés. Et la paix est revenue au pays. Avant c'était différent, regardez. Tous ces gens qui vendent au marché, ils n'étaient pas là. Il n'y avait que des musulmans qui avaient des magasins. Et nous, on n'arrivait pas à percer. Alors on a tout pris. S'ils sortent de l'église, les musulmans de Carnot, qu'est-ce qu'on va les tuer? On va les tuer. On va les égorger comme des poulets. On va leur trancher la gorge ici, là, à la machette.
Les commerces musulmans ont tous été pillés, les mines de diamants aussi. Elles sont à l'abandon, mais ça n'est pas tout. Retour à l'église, avec un homme terrifié. Pour la première fois depuis 8 mois, Mahmoud va oser sortir du camp. Pas tout seul, il est escorté par 5 casques bleus qui ont accepté de l'accompagner. Direction sa maison de famille. Si les proches de Mahmoud ont fui, lui a décidé de rester. Il s'est promis de veiller sur leurs biens. Aujourd'hui, il vient faire l'état des lieux. Voilà, la maison commence à partir d'ici. Dans ces bâtisses vivaient Mahmoud, sa femme, son oncle, ses cousins. C'est fini. La propriété familiale est désormais occupée, squattée par des voisins chrétiens. Mahmoud est sous le choc. À l'intérieur, tout a disparu. Lit, meubles, télévision, tout a été revendu. Soudain, débarque une des nouvelles occupantes. Oui, j'habite ici, bonjour. C'est votre maison à vous? Oui. Propriétaire? Non. La jeune fille est surprise de nous voir, mais ne se démonte pas. Il y a eu un problème ici. C'est son père qui occupe cette demeure. C'est chez lui? Non. Il garde ça. Il a le droit? C'est autorisé? Oui. C'est le propriétaire qui a donné l'ordre à lui. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Dans le quartier, les squatteurs disent tous ça. Ils jurent protéger les maisons contre les vols. Mahmoud est furieux, mais n'intervient pas. Il a peur. C'est injuste. Il n'est pas autorisé. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On laisse toujours l'attitude à la justice et à l'administration de faire son travail. Dans ce pays en ruine, l'homme sait qu'il faudra du temps, beaucoup de temps, pour retrouver sa famille, partie à l'étranger, et pour récupérer son foyer, sa maison. Le lendemain, 6 heures du matin, dans l'église, les paillasses des réfugiés ont disparu. Les bancs sont de retour. C'est dimanche, l'heure de la messe. On nettoie l'église chaque dimanche le matin. Comme ça, nos frères chrétiens viennent faire les cours. La messe, le seul moment de la semaine où les deux communautés se croisent. Quand les musulmans restent dans la cour, les fidèles catholiques, eux, réinvestissent leur chère église. Place à la charité, à l'amour du prochain. Un moment bien furtif dans ce pays qui saigne, qui se vide. La Centrafrique a vu 500 000 habitants fuir loin de chez eux. Reportage signé Clément Castex et Christophe King sur cette guerre en Centrafrique qui a donc déjà jeté 500 000 personnes de plus sur les routes du monde. Certains termineront peut-être ici, à Calais, dans ce camp provisoire où 500 personnes squattent en essayant de passer peut-être un jour en Angleterre. C'est l'odyssée des migrants qu'on voulait vous raconter ce soir dans Complément d'enquête. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. François Ducroux, Thomas Auro et Joël Bruandet à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, un nouveau numéro de Complément d'enquête sur l'agriculture intensive qui fait polémique. On ira notamment à cette fameuse ferme des 1000 vaches. Tout de suite, la soirée n'est pas terminée sur France 2 Musique. C'est Alcaline.